Bonsoir tout le monde, ici Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée. Je suis super contente ce soir d'être avec une invitée spéciale, Valérie Dussault, nutritionniste. Oups, elle vient de disparaître. Je ne voulais pas lui faire peur, ça ne sera pas long. Je vais aller la chercher de nouveau. En fait, je pense qu'elle va juste rembarquer elle-même. OK. Il y a eu un petit problème technique. Je t'ai pas fait peur, Val? Oui, c'est ça, j'ai eu peur, donc j'ai dû m'en aller et revenir après. Je sais pas, il a comme lâché complètement, fait que surchauffé. On vient de faire rire les gens à la maison. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi de printemps. Le printemps rime avec on prend soin de notre digestion. Donc, je vous présente Valérie Dussault, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une nutritionniste, mais aussi une amie, en fait, une belle connaissance que j'ai eu la chance de connaître parce qu'on a plein d'amis en commun dans le domaine de la santé intégrative. Puis, on a la passion commune au niveau de l'alimentation, bien entendu, mais d'aller au fond des choses, je pense qu'on aime ça être détective, puis d'essayer de trouver les causes derrière, des causes durables, des causes naturelles. Et puis, en 2019, on a été invités à faire une conférence ensemble sur le SIBO, entre autres, et la santé digestive, par une compagnie qui s'appelle Designs for Health, qui aime beaucoup offrir de la formation continue au niveau de la nutrition fonctionnelle, donc la nutrition intégrative. Je ne sais pas c'est quoi les bons termes. Peut-être que Valérie peut me corriger. Non, c'est très bien dit. Puis, ben écoute, ça fait déjà presque 3 ans. On a fait ça en mai ou juin 2019. Et donc, je pense que c'était le temps de faire une mise à jour. J'avais hâte d'avoir tes commentaires au niveau de qu'est-ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu as réussi en clinique. Donc, on a toujours plein de choses à vous partager au niveau de la santé digestive, puis comment ça influence tout le corps. Et puis, c'est excitant. Dans les dernières années, moi et Valérie, on a travaillé sur des programmes aussi pour vous aider en ligne. Puis dernièrement, j'ai parti un programme avec une collègue sur l'équilibre hormonal et en étudiant tous les facteurs, en créant les modules, j'ai réalisé à quel point que si ça ne va pas bien au niveau système digestif, ça ne peut pas bien aller au niveau des hormones. Et c'est pour ça que je voulais mettre de l'avant ce podcast avec toi. Puis aussi, Valérie, toi, dans les dernières années, je pense que tu as pris le temps de faire un programme aussi pour accompagner les gens, pour aller plus au fond des choses, comprendre leur système digestif, c'est bien ça? Exactement. Écoute, tout d'abord, merci Marie-Soleil de m'avoir invitée. Moi, je suis excitée ce soir de pouvoir en parler de vive voix puis donner un peu d'outils, des solutions pour comprendre. Puis souvent, en fait, les problèmes digestifs, c'est comme un peu pris pour acquis. C'est comme si, c'est normal. Puis c'est quand on se rend compte que finalement, on a déjà vécu sans problème digestif qu'on se dit que, oh, j'étais bien. Puis là, quand on a un peu à cause d'un événement X, finalement, je suis pas bien quand je vis ça. Puis effectivement, les problèmes digestifs, puis la digestion, puis le système digestif peut amener des débalancements sur tellement d'autres systèmes, dont les hormones que tu viens de parler. Puis on pense pas, hein, tu sais, j'ai des symptômes, mettons, de bouffée de chaleur ou des symptômes de SPM importants, donc les prémenstruations qui font vraiment mal, ça peut être des enjeux aussi en plus avec votre digestion, puis c'est interrelié. Fait que ça a l'air bizarre de se concentrer sur sa digestion pour avoir des résultats sur ses hormones. Puis quand on parle d'hormones, on peut parler aussi de perte de poids. Fait que c'est sûr que ça porte à confusion, mais oui, la flore intestinale, c'est un bon acteur. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai fait le programme en ligne sur la santé digestive de A à Z, qui est un cours, en fait, de 2 heures, qui parle de toutes les pistes de solutions, dépendamment c'est quoi les symptômes. Parce que à soir, on va faire un live sur le sujet, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Tellement de choses à dire, d'où pourquoi j'ai fait comme par section, autant l'estomac, les enjeux qui peuvent se passer à ce niveau-là, les enjeux au niveau du petit intestin, du gros intestin, les corrélations avec d'autres systèmes. Donc, j'ai pu monter un programme en ligne pour justement vous donner une piste de solution pour où aller investiguer puis où mettre votre effort. Parce que là, aujourd'hui, on va parler, entre autres, du SIBO, Small Intestine Bacterial Overgrowth, mais il y a tellement d'autres enjeux qui peuvent être combinés à ça ou qui peuvent être les mêmes genres de symptômes, mais dus à une autre cause et non nécessairement le SIBO. Oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce terme-là. Je pense que le terme syndrome du côlon irritable ou IBS, c'est plus connu que le SIBO. Je pense que c'est un petit peu plus nouveau pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on peut peut-être commencer par la définition. Mais avant, je veux juste souligner, parce que tu as dit quelque chose de vraiment important, c'est que les gens, c'est comme si les gens s'habituent à vivre avec leur malaise. Ils s'habituent à souffrir. Puis, c'est ça un peu qu'on veut
mettre sur la table ce soir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir mal à l'estomac, d'avoir des reflux, d'avoir des ballonnements toute votre vie. Il y a des causes en arrière de ça, c'est pas normal. Si vous regardez votre chien, votre chat, normalement, les animaux, ils n'en ont pas de reflux, puis de malaise. Ils vont se plaindre, puis ils vont essayer justement de se cacher, puis de trouver une solution pour guérir. C'est pas normal d'accepter d'avoir autant de malaise. Fait qu'il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui cause ça, puis qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Donc, si on commence avec un peu la définition, Valérie, étant donné que tu es... est-ce qu'on a le droit de te nommer une experte en SIBO? On peut dire qu'il y a une connaissance peut-être ou une clientèle un intérêt particulier. Pour démêler les gens qui nous écoutent, ça serait quoi, toi, ta définition de la différence entre côlon irritable, syndrome du côlon irritable, puis SIBO? Puis, la question piège, en fait, est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la différence? Écoute, j'apprécie ta question. Tu vois, tu m'as amené déjà comme une perspective nouvelle, on dirait dans ma tête, mais pour moi, le côlon irritable, c'est un peu l'étiquette d'une problématique. Puis la problématique peut être plusieurs choses. Autant des règlements enzymatiques au niveau de la flore intestinale, où je pense à l'hypochloridrie qu'on pourrait attribuer, qui est comme au niveau de l'estomac, s'il y a un manque au niveau de l'acidité de l'estomac, ça peut être des intolérances alimentaires, ça peut être un débalancement de la flore intestinale, donc des mauvaises bactéries ou un manque de bonnes. Je trouve que syndrome côlon irritable, c'est comme une étiquette qui peut amener à d'autres. C'est quoi la solution? C'est quoi la cause derrière cette étiquette-là? D'où pourquoi, en fait, je pense que c'est Dr. Pimentel qui l'avait amené dans une étude qui disait que je pense 70 à 75 que j'ai en tête, là, % des syndromes côlon irritable seraient peut-être dus à un SIBO. Donc, SIBO pour Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc une surcroissance de bactéries. Évidemment, les études ont avancé depuis le temps. Est-ce que c'est juste ça? Finalement, on se rend compte que la surcroissance de bactéries serait peut-être, dans le fond, un moyen pour ton corps de se protéger contre des problématiques X, mais qui pourraient être rebalancées, mais aussi, il faut trouver la cause derrière ça. Là, donc, on pourra discuter dans quelques secondes, mais c'est un peu la différenciation que j'en ferais. Là. Toi, si je reprends un peu tes mots, le syndrome du côlon irritable, c'est plus large, mais c'est pas spécifique. Et le SIBO, qui est le Small Intestinal Bowel Overgrowth, je pense qu'ils n'ont pas traduit en français, mais c'est comme une surpopulation de bactéries qui ne sont pas nécessairement nocives. Ça dépend pour qui, ça dépend quelle catégorie, si je me rappelle bien. Mais c'est des bactéries qui se retrouvent à la mauvaise place dans l'intestin. Puis ça, on va en parler, pourquoi ils sont à la mauvaise place tantôt. Mais donc, finalement, c'est plus spécifique, mais les gens souvent se font dire juste côlon irritable, puis ils essayent souvent de corriger ça des fois avec juste des probiotiques, mais là, au fur et à mesure que la science avance au niveau de quels probiotiques existent sur le marché, là, on le sait maintenant que des fois, ça peut rempirer certaines personnes. C'est un peu ça que je voulais démêler avec toi ce soir, parce qu'il y a des gens qui ont des bienfaits, puis il y a des gens qui justement, ils souffrent avec les probiotiques. Fait que là, des fois, sont pris au dépourvu, ils ont comme un peu abandonné. Fait nous, on sait qu'il y a des solutions. C'est ça que je voulais jaser un petit peu avec toi ce soir. Puis c'est bien, en fait, oui, il y a des solutions. Puis ce qui arrive, c'est qu'il faut trouver la solution plus à long terme ou surtout la cause et non de masquer le problème juste avec quelque chose. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voulait beaucoup vous sensibiliser aujourd'hui, là. C'est justement, si on a des enjeux digestifs puis qu'on a identifié tel aliment puis qu'on fait juste les éviter, puis vous êtes bien là-dedans, OK, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a tout le temps une raison pourquoi certains aliments ne passent pas. Le meilleur exemple, c'est le brocoli là, qu'on va parler, là, mais le brocoli, c'est un aliment super bon pour la santé, mais c'est pas grave, je le tolère pas, j'en mangerai juste pas. Oui, mais il y a des bénéfices, un, au brocoli, puis deux, si c'était le brocoli le problème, puis personne n'en mangerait du brocoli. Fait que clairement, il y a quelque chose dans votre flore intestinale qui se passe qui fait en sorte que le brocoli ne passe pas. Oui, puis on sait que si le brocoli ne passe pas, souvent, tous les choux, les crucifères, les choux de Bruxelles, le chou-fleur, toutes ces belles opportunités alimentaires pour aller chercher des nutriments. Le kale aussi, c'est un crucifère. Donc, il y a plein de gens qui vont se priver de ces nutriments-là. Puis, je ne sais pas, le brocoli, moi, je l'ai à cœur parce que je trouve qu'il est symbolique. Souvent, on attribue le brocoli à santé, nutrition. Puis, en plus, je l'ai utilisé comme comparatif pour mon premier livre en 2016.
Fait que c'est sûr que je voulais, tu sais, un peu donner de l'espoir aux gens, de dire, OK, ben si le brocoli vous fait peur, est-ce que c'est vraiment le brocoli qui est dangereux ou est-ce qu'il se passe quelque chose d'anormal? Donc, avec qu'est-ce que tu viens de dire, finalement, c'est ça, c'est pas le brocoli l'ennemi, mais c'est qu'est-ce qui se passe au niveau digestif qui fait en sorte que la personne ne tolère pas le brocoli. Exact. Puis en fait, si on commence déjà à vous expliquer une surcroissance de bactéries, de quoi qu'on parle, en fait, c'est souvent relié à un mauvais mouvement au niveau de l'intestin, qu'on parle en fait le péristaltisme, qui est le vrai terme, mais en fait, on parle du mouvement naturel de l'intestin qui descend tout le temps, qui est en mouvement, en fait, pour descendre le tout vers le bas. Puis quand on se retrouve avec une mauvaise mobilité, on a comme la valve entre le gros intestin et le petit intestin qui peut être moins mobile. Puis à ce moment-là, les bactéries qui sont dans le gros intestin, habituellement, c'est là que vous retrouvez la majorité de vos bactéries, ils peuvent migrer vers le haut. Puis quand ils migrent vers le haut, bien, habituellement, dans le petit intestin, c'est là que vous digérez de façon massive. C'est pas vraiment dans le gros intestin, c'est surtout dans le petit. Puis s'il y a des bactéries qui se trouvent, bien, au lieu de nourrir votre personne, puis que ça soit digéré, vous nourrissez les bactéries en premier. Puis quand on nourrit des bactéries, pensez à juste quand vous faites de la bière ou quand vous faites du vin, vous faites une fermentation avec des bactéries, des levures, bon, s'il y a des aliments ou du sucre, par exemple, des types de sucre fermenticibles qui s'en vont sur les bactéries, bien, il y a une fermentation qui se fait. Puis quand il y a une fermentation qui se fait, bien, ça produit un gaz. Puis ce gaz-là fait une distension abdominale. Puis ce gaz-là doit être libéré. Donc, il doit être libéré, entre autres, par des irritations, donc les rots, ça peut sortir par des flatulences. Puis ça peut sortir aussi par l'haleine. Donc, ce qu'on a des fois, c'est une mauvaise haleine qui peut toujours être présente, même si je me suis lavé les dents, se sentir enceinte de 6 mois, mal digérer, en fait, les groupes alimentaires, comme on vient de nommer, les crucifères, mais aussi la famille qu'on dit le FODMAP. Pour ceux qui sont peut-être familiers avec ce terme-là, c'est un acronyme de type de fibres, fructo, oligo, disaccharide, N-poliol. Belle question d'examen, mais mon examen, pas le vôtre. Là. On mettra des liens pour ceux qui nous écoutent puis que c'est nouveau. Là, on vous mettra des liens pour que vous soyez capable de retrouver les noms puis faire votre propre recherche là, dessous. Puis des fois, en fait, moi, j'ai un plan alimentaire sur le FODMAP sur mon site Internet. Si vous voulez aller fouiller puis aller lire un peu plus en détail pour voir c'est quoi. Moi, souvent, je dis aux personnes de ne pas trop investir sur ça parce que mon but, c'est d'améliorer la digestion. Fait que n'allez pas acheter plein de livres là-dessus, plein d'applications. J'essaie de réparer, de renverser, d'aider à solutionner, comme on pourrait dire, la problématique. Fait que ça permet de réintégrer les aliments, mais pour jouer à la piste, tu sais, la piste de problématique, est-ce que vous avez tous ces symptômes-là? Si oui, peut-être que ce serait une surcroissance de bactéries. Puis la diète FODMAP, je pense que on est du même avis que ben, ça soulage, mais ça ne répare pas. Et donc, ça peut être un bon test de le faire pendant environ 2 semaines pour voir est-ce que ça soulage justement vos ballonnements, puis les rots, puis les malaises. Puis si c'est oui, bien, il y a des fortes chances que ça soit justement un déséquilibre dans la famille du SIBO. Puis là, on va peut-être prendre le temps de vous expliquer qu'il y a 3 types de SIBO pour rendre ça encore plus compliqué. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est triste, c'est que des fois, les gens se ramassent à faire le FODMAP pendant trop longtemps. C'est super restrictif. Fait que on le sait que personne aime faire des diètes là, dans la vie, mais aussi, c'est qu'on peut se priver de certains aliments santé. Fait que sur du long terme, c'est pas viable, c'est pas vraiment conseillé. Puis, ben, des fois, les gens vont tranquillement, pas vite, réintroduire ou, comme on disait tantôt, essayer certains produits, mais il n'y arrive pas à des succès où il y en a même qui avaient tellement de symptômes. Moi, je vois des gens dans mon bureau, je pense que toi aussi, qui ont eu des traitements d'antibiotiques avec leur médecin ou les gastro-entérologues. Puis, c'est triste parce que soit que des fois, ça ne fonctionne pas, ou des fois, ça fonctionne, mais juste pendant quelques semaines, puis ça revient au galop. Donc là, les gens sont comme vraiment découragés. Puis, ben, dernièrement, j'ai lu beaucoup sur ça, donc je voulais jaser avec toi des théories de pourquoi ça revient, puis pourquoi que d'aller bombarder, que ce soit avec des produits naturels antimicrobiens ou avec des antibiotiques, pourquoi c'est pas une solution absolue? Donc oui, les gens, il y en a que ça fonctionne, il y en a qui ont des soulagements, mais presque tout le temps, ça se réinstalle avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire selon ton expérience à date pour pas que ça revienne? Puis est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller tuer une partie des bactéries avec des produits antimicrobiens selon toi? Ça dépend de chaque situation. C'est sûr qu'en fait, ce qui est important, c'est déjà d'identifier ce serait quoi un peu la cause de départ. Qu'est-ce qui aurait amené ce débalancement-là de la flore intestinale? Fait que souvent, en clinique, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de la ligne du temps, là, de la naissance à aujourd'hui, puis quand est-ce que les problèmes ont commencé. Mais des fois, je regarde même avant les problèmes, est-ce que la personne était déjà prone à amener un peu cette problématique-là. Puis, comme je vous ai parlé, c'est souvent un dérèglement au niveau du péristaltisme.
C'est sûr qu'il y a d'autres conséquences. Qu'est-ce qui amènerait à un débalancement du péristaltisme? Ben, c'est sûr que ça peut être, entre autres, je pense à la mauvaise alimentation, je pense au tabac, je pense l'alcool. Est-ce que c'est un gros stress? Des stress chroniques, ça amène le sang aux extrémités, à vos mains, vos pieds. Fait que ça fait en sorte qu'il y a moins de perfusion sanguine à votre intestin pour favoriser le péristaltisme. Fait que ça peut être des enjeux de ça. Ce que j'ai vu aussi des fois, c'est avec l'entraînement. Pas, là, des fois, si on s'entraîne de façon cardio-intensive tout le temps, ça peut amener des déséquilibres au niveau de la flore intestinale. Fait que ça pourrait être une possibilité. On peut penser à l'acidité au niveau de l'estomac, des personnes qui prennent un antiacide de façon chronique et long dans le temps. Bien évidemment, si je manque d'acidité au niveau de l'estomac, bien, c'est une belle porte d'entrée pour les bactéries parce que cette acidité-là vous protège, en fait. C'est une action de protection. Puis l'estomac, là, si vous ne le savez pas, là, c'est un pH de 2. Là. Sur l'échelle de pH, là, c'est extrêmement acide. Là. Vous mettez votre main dans votre estomac, il n'y a plus de main. C'est dangereux, oui. Mais c'est voulu pour digérer puis vous protéger. Mais quelqu'un qui prend un antiacide ou il y avait aussi des études en lien avec les opioïdes aussi qui pouvaient être un enjeu pour la flore intestinale. Je pense aux antidépresseurs aussi qui pourraient être un enjeu. Je pense à une hypothyroïdie. Donc, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, ça peut amener un mauvais péristaltisme parce que ça ralentit le métabolisme. Puis là, j'en nomme. Puis là, c'est sans parler des commotions cérébrales, des accidents qui peuvent amener. Fait que c'est fou comment il y en a, mais c'est pour ça que c'est important d'identifier la cause. Oui, peut-être, on a besoin de le renverser, peut-être pas tout le temps. Des fois, c'est d'optimiser la situation puis on règle le problème. Mais des fois, oui, on peut utiliser antibiotiques ou antimicrobiens si vraiment nécessaire. Mais par la suite, c'est de rétablir la cause, de ramener un bon mouvement de l'intestin, d'avoir une bonne acidité, de s'assurer que de checker votre thyroïde si vous êtes connu déjà avec hypothyroïdie, de faire des exercices pour stimuler le nerf vague, comme des choses qui peuvent être faites pour favoriser en fait le bon mouvement de l'intestin pour être sûr que ça ne revienne pas. Ouais, c'est des super de bons points. Moi, je parle depuis très longtemps de l'importance de l'acide chlorhydrique. C'est tellement quelque chose qui est méconnu, qui est mal compris. Cette acidité-là, comme tu dis, est super importante pour la digestion, mais aussi, elle va aller stimuler, en fait, le restant, justement. Donc, elle va aller stimuler les autres sécrétions gastriques, que ce soit la bile au niveau de la vésicule biliaire qui est attachée avec le foie. Ça va être aussi un stimulant pour aider le mouvement. Donc, ça l'aide vraiment à aller stimuler le péristaltisme. Puis même les enzymes pancréatiques. Fait que, tu sais, ça part vraiment d'en haut. Il ne faudrait pas oublier non plus la mastication avec la salive, mais c'est certain que l'acide chlorhydrique, elle est inhibée souvent, comme tu dis, avec le stress, certains médicaments, puis en hypothyroïdie, on voit ça souvent. Donc, soit quelqu'un qui a une hypothyroïdie qui n'est pas nécessairement traitée, mais même quelqu'un qui a une hypothyroïdie puis qui est médicamenté, des fois, il y a des morceaux qui ne reviennent pas. Il y a comme une fatigue qui s'est installée. Donc, des fois, on peut aller les aider avec des enzymes qui contiennent de l'acide. Ou quelqu'un, des fois, qui prend sa médication, mais que la TSH est encore vers le haut, bien, ça se peut que cette fonction-là n'est pas revenue à 100%. Donc, il faut vraiment aller voir les signes. Puis, effectivement, juste ça, ça peut aller aider à soulager puis qu'il y ait moins de ballonnement, moins de risque de SIBO. Mais surtout, quand on l'a eu puis qu'on a eu un traitement médical, on veut s'assurer que ça ne revienne pas. Là. Un bon point, puis tu me fais penser des fois que ça vient un peu un cercle vicieux parce que des fois, le manque d'acidité dans l'estomac qui donne un milieu favorable aux mauvaises bactéries donne un milieu non favorable pour digérer, entre autres, le fer. Fait que le fer, il est comme moins bien absorbé, puis le fer est vraiment nécessaire, entre autres, pour la thyroïde. Fait que c'est sûr qu'il y a... fait que là, à ce moment-là, la thyroïde est moins efficace par manque de fer ou la personne est déjà connue avec de l'anémie. Puis ça fait en sorte qu'on prend des suppléments de fer qui, des fois, constipent, on va se le dire. Là. Le supplément de fer, des fois, c'est ceux qui l'ont expérimenté, celui prescrit en pharmacie habituellement a tendance à bien constiper. Puis des fois, dans un contexte d'une surcroissance de bactéries, on se retrouve avec soit diarrhée, soit constipation, dépendamment de votre type de SIBO. Comment mêler la situation? Il y a vraiment, il y a les 3 types. On va y arriver. Moi, je voulais juste mentionner qu'est-ce qui m'avait vraiment aidé beaucoup quand on avait fait notre conférence en 2019. Puis je voulais revenir un peu sur ça parce que je pense que ça fait partie du gros portrait. C'est le livre du gastro-entérologue qui a en fait, c'est un naturopathe, je pense, qui est spécialisé, excuse-moi, en gastro-entérologie. Donc, il appelle ça de la functional gastroenterology. On se rappelle, il faut souligner ici que les naturopathes aux États-Unis puis dans le restant du Canada, ils ont quand même des titres de médecins. Ce n'est pas pareil comme au Québec, malheureusement. Et lui, en fait, il avait été interviewé pour une des tops, là, je pense que c'est Steve Baker, Dr. Steve Baker, qui est spécialisé en SIBO.
elle l'avait interviewé, ou c'est un autre des tops là, qui est spécialisé, qui font plein de summits puis de podcasts. Puis, il avait été interviewé à quel point que si on veut rétablir justement la flore intestinale puis que les bactéries arrêtent de s'installer trop haut là, dans l'intestin grêle, comme tu parlais tantôt, ben il faut s'assurer que le pH soit correct. Puis ça part de la bile. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à fabriquer assez de bile ou qui ont de la difficulté à l'écouler bien. Donc, il y a des gens qui vont avoir comme soit des cristaux ou de la boue biliaire, donc la bile est trop épaisse. Fait que tous les gens qui ont de la difficulté à digérer les gras, tous les gens qui sont constipés, ben il faut adresser ça. Puis c'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Il y a tellement de choses dans le domaine de l'alimentation et des suppléments pour aider cette bile-là. Puis c'est primordial pour justement la santé hormonale. Fait que je l'ai revisé dernièrement. Puis au niveau de la motilité, quand rien fonctionne, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont prendre des laxatifs, ils vont avoir essayé des produits, ben il faut penser, oui, l'acide, comme tu as mentionné, puis la bile, est-ce qu'elle est assez présente? Est-ce qu'elle est bien libérée lors du repas? Fait que je ne sais pas, toi, dans tes mots, comment tu expliquerais ça? Puis c'est un antimicrobien aussi, la bile. Donc, c'est sûr que ça devient encore plus important de porter une attention. Puis les personnes, mettons, qui auraient eu une ablation au niveau de la vésicule biliaire, sachez que vous produisez toujours de la bile. C'est le foie qui le produit, non la vésicule biliaire, qui est votre entreposage. Mais des fois, c'est vraiment le conduit qui est des fois... Puis ce qu'on se rend compte, en fait, aujourd'hui, c'est que la personne mange tellement moins de gras au niveau de son alimentation, pas assez de gras, qui fait en sorte qu'on stimule tellement plus la sécrétion de la bile à cause du manque de gras dans notre alimentation, qui fait en sorte que des fois, c'est comme si ça s'écoulait moins bien. Fait que tu as tout à fait raison d'optimiser. Et puis, qu'est-ce qui peut être fait? C'est sûr que la seule chose qui me vient en tête, c'est l'artichaut. Là. Je ne sais pas si tu as autre chose, mais je sais que j'utilise l'artichaut. Au niveau des aliments, oui, mais c'est certain que c'est connu. Là, à ce moment-là, je pense que ça fait partie des FODMAP. Donc, ça serait de voir si la personne le tolère au début. Mais c'est pour ça que les teintures ou peut-être les tisanes pour commencer, pour optimiser, parce qu'effectivement, ça fait partie du FODMAP. Tout ce qui est les salades amères, là, le radicchio, endive, les gens justement qui veulent couper peut-être un peu les glucides là, avec le printemps qui s'en vient, si vous aimez les tartares, par exemple, ben, au lieu de manger ça sur des croûtons, vous pouvez essayer de manger ça sur des endives. Donc, de réapprendre à apprécier l'amertume qui va aller stimuler autant votre acide chlorhydrique que la bile. Au niveau, en alimentation plus asiatique, il y a vraiment comme toutes les saveurs, puis il y a des recherches qui avaient démontré qu'en Amérique du Nord, on a perdu l'appréciation de l'amertume parce qu'on mange vraiment trop sucré, salé. Puis ça déséquilibre même au niveau du cerveau, toute la capacité digestive, puis aussi les fringales de sucre pourraient être aidées même si on aide à rajouter en fait la saveur amère, que ça va aller rebalancer. Si je ne me trompe pas, sur ton site Internet, tu as des boissons non alcoolisées avec des plantes amères dedans. Right? Oui, exact. Moi, je suis vraiment bitters puis drink qui ressemble au gin and tonic, mais sans alcool. Là, ça dépend. Là, des fois, on peut tricher un peu, mais idéalement, si on a un problème de digestion, on essaie de faire des drinks amers puis sans alcool. Exact. Non, mais c'est en fait, puis le point que je veux dire, c'est ça, les plantes, tu sais, l'amertume qu'ils mettent, en fait, les bitters qu'ils peuvent mettre dans vos drinks avant les repas, c'est pour optimiser, en fait, la digestion. Bon, évidemment, on va se le dire, c'est pas l'alcool qu'on veut pour optimiser votre flore intestinale, mais vraiment les bitters. Donc, effectivement, je voulais juste souligner tes recettes parce que ça peut tellement être un point d'entrée ou agréable d'intégrer un peu les plantes amères. Là. Mais tu sais, ça paraît remède de grand-mère, mais sérieusement, il y a des études cliniques là, sur les plantes amères pour aider votre digestion. Puis même les spécialistes au niveau du SIBO puis du syndrome du côlon irritable disent que ça va prendre justement de l'amertume comme ça pour rétablir la sécrétion de tout ce qu'on a besoin dans le tube digestif. Le péristaltisme va être stimulé par ça, le contrôle des bactéries. Donc, il y a vraiment des études. Puis, si vous aimez les antiquités, ben, je vous donne le défi d'aller vous promener dans les antiquaires parce que vous allez trouver des vieilles bouteilles, tu sais, des années, je sais pas moi, des années 40, 50, puis les médecins utilisaient les plantes pour la digestion. C'était hyper connu, c'est juste avec l'avenue, tu sais, le pharmaceutique, ça a été de moins en moins utilisé parce qu'on ne peut pas autant bien le commercialiser puis l'isoler, mais dans les antiquaires, vous allez trouver, ça va être en anglais, souvent ça va être écrit Digestive Bitters, et puis c'est les mêmes plantes qu'on retrouve aujourd'hui. Fait que c'est assez intriguant, pareil, de retourner dans le temps des fois, de voir l'histoire. Des fois, on n'a pas besoin de réinventer, on a juste besoin de repenser. Ouais. Super. Fait que là,
pense qu'on serait rendu peut-être à expliquer parce qu'il y en a qui vont vraiment avoir déjà lu sur le SIBO puis ont déjà reconnu leurs symptômes, ceux qui ont vu la publicité d'avance. J'avais mis dans le titre SIBO. Donc, pour ceux qui pensent avoir ça ou qui ont même peut-être déjà eu un diagnostic de leur médecin, il y en a qui ont déjà fait des tests. Est-ce que tu trouves ça pertinent qu'on explique peut-être les 3 sortes? Parce qu'il y en a un en lien justement beaucoup avec le soufre, puis je voulais souligner l'importance du soufre aujourd'hui, vu que c'est le printemps, puis qu'on veut s'occuper justement de notre foie, notre vésicule biliaire. Puis, pour démystifier ça un petit peu, parce que c'est mêlant, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde, l'histoire du SIBO puis les 3 sortes. Ça a été mêlant, effectivement. Puis surtout, moi, je ne sais pas pour toi, mais on a eu des enjeux depuis la pandémie que c'était pas évident d'aller se faire tester dans les laboratoires, entre autres privés, qui refusaient en fait le test soufflé parce qu'on souffre. Dans le contexte du COVID, c'était peut-être pas optimal. Fait qu'il y a quand même des sites Internet comme au niveau canadien qui peuvent être choisis, qui est endossé par votre médecin. Fait que la première porte d'entrée, c'est surtout de parler avec votre médecin pour la possibilité de faire un test SIBO. Les tests SIBO officiels actuellement, c'est souvent une mesure de 2 gaz. Les 2 gaz sont surtout méthane et hydrogène qui apparaît sur le graphique. Puis on regarde la tendance à 0 minute jusqu'à 3 heures de temps. On vous fait boire une solution après premier soufflage. On fait boire une solution de lactulose. Pour certains tests, ça peut être du glucose. Moi, je pense qu'il y a un meilleur résultat avec du lactulose, puisque ce qu'on notait, c'est que le glucose donnait souvent des faux positifs tout le temps. Là. Fait que surtout, moi, j'utilise souvent le lactulose, qui n'a rien à voir avec le lactose. Oui, c'est ça, c'est important de le mentionner. Les gens, des fois, peuvent penser qu'ils ne peuvent pas faire le test, ils pensent qu'ils sont intolérants, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Exact. C'est que c'est fabriqué en laboratoire, puis évidemment, ce lactulose-là va nourrir les bactéries dans votre flore intestinale s'il y a. Fait que s'il n'y a pas de bactéries, ça ne va pas nourrir nécessairement. Là. Fait que l'idée, c'est de faire le test, on boit la solution, puis ça va nourrir les bactéries, puis ça va produire un gaz qui est mesurable, méthane et hydrogène surtout. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y aurait un autre gaz, en fait, qu'on sait depuis le début, mais non mesurable, dont notre sulfate. Là. Dans le fond, c'est du sulfur hydrogen, donc c'est de l'hydrogène sulfure en français, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est bon que... On lit tellement en anglais que même moi, je cherchais la traduction française. La bonne. Mais... C'est ça, fait que c'est pas évident, tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui sont un peu désespérés parce que là, ils sont sûrs d'avoir le SIBO, ils se payent ce test-là qui est quand même au privé la plupart du temps, si je me rappelle bien. Donc, c'est des sous. Puis là, finalement, ça sort négatif, mais ils ont tous les symptômes. Donc, des fois, c'est ça. Ça se peut que ça soit dans le fond, du gaz sulfure qui est produit par une autre classe de bactéries. Puis là, pour les distinguer sans faire un test, si je me rappelle bien, ben, l'hydrogène, ça fait plus des diarrhées. Le méthane, ça cause plus de la constipation. Puis le sulfure, ça donne des gaz odorants qui sentent vraiment pas bon. Donc, dans la catégorie de quand vous faites cuire des œufs. C'est bien ça? Exact. Puis, en fait, des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne ne tolère pas les viandes rouges, qui est pourtant permis dans le FODMAP. Là, fait que des fois, ça porte à confusion parce que souvent, hydrogène, méthane, on va limiter souvent les aliments riches en FODMAP. Tandis que dans l'hydrogène sulfure. Oui, c'est ça. Je l'ai sorti avant-hier, c'est hydrogène sulfure. Non, excuse-moi, sulfure d'hydrogène. Sulfure d'hydrogène. Désolée, parce que j'ai vraiment en anglais devant moi. Oui, c'est ça. Je suis comme... mais c'est limité. En fait, des fois, ils disent la viande rouge va être mal tolérée, les fruits de mer, les œufs, justement, les fromages, les fruits séchés, puis certains aliments du FODMAP. Puis ça porte à confusion parce qu'on mange ces aliments-là, puis pourtant, j'ai le droit, mais finalement, je les tolère pas. Ça serait peut-être plus en lien avec le sulfure d'hydrogène. Oui, je pense que le plus grand signe, justement, parce que normalement, la viande rouge puis les œufs, ça cause pas nécessairement de ballonnement. Fait que si ça le cause, c'est ça, c'est que c'est des aliments qui sont riches en soufre, comme notre fameux brocoli de tantôt. Fait que ça dépend vraiment. Chaque personne va avoir leur aliment dans la catégorie riche en soufre qui vont plus vraiment réagir. Donc, il y en a que c'est l'ail, il y en a qui disent, moi, c'est incroyable, c'est qu'ils ne digèrent pas l'ail du tout, que ça les fait vraiment avoir des gros malaises. Il y en a que ça va être justement plus le brocoli, il y en a que ça va être le chou-fleur, le chou de Bruxelles. C'est sûr que chaque molécule dans les aliments est attachée avec d'autres molécules. Fait que ça, c'est individuel. Donc, des fois, ça ne veut pas dire que si votre ami ne tolère pas l'ail et le brocoli,
ben vous, ça se peut que ça soit d'autres choses, mais il faut aller voir la composition de ça puis la logique. Donc, si c'est riche en soufre, puis vous réagissez, bien, il y a des très grandes chances que ça soit ce type de SIBO-là. En effet, puis une fois que, tu sais, c'est sûr que une fois que c'est identifié, le but, c'est quand même de renverser puis d'optimiser. Fait que c'est sûr que c'est là que ça devient décourageant parce qu'on pense qu'on l'a pas, mais finalement, on l'a. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, on vient un peu sans aide dans ce contexte-là. Fait que je pense que on peut quand même parler de solutions qui peuvent être faites pour optimiser, dont, bon, optimiser la bile, l'acidité de l'estomac, puis le mouvement naturel de l'intestin. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. À moins que tu avais autre chose à ajouter sur l'hydrogène sulfure. Non, c'est bon, merci. C'est ça, je voulais juste comme faire la distinction parce que c'est un peu mêlant. Puis, tu sais, quand on avait fait notre recherche, je trouve, en 2019, on entendait beaucoup parler, en fait, moins parler du hydrogène, sulfure d'hydrogène. On entendait beaucoup parler plus du méthane puis de l'hydrogène parce que c'est ceux-là qui étaient testés. Mais je réalise que c'est vraiment un problème de réagir au soufre là, de plus en plus. En tout cas, dans la dernière année, j'ai eu beaucoup de clients qui ont eu ça. Puis, de qu'est-ce que j'ai lu, en fait, c'est que là, pour ce type de SIBO-là, ça serait encore moins recommandé d'aller faire une attaque de soi avec les antibiotiques ou les antimicrobiens naturels parce qu'il faut aller vraiment loin pour se poser la question, ben, pourquoi ça s'est installé là? Donc, il y a tout ce que tu viens de mentionner au niveau du mécanisme d'acide chlorhydrique, là, avec la bile que j'ai mentionnée, puis le péristaltisme. Ça, c'est la base. Mais au-delà de là, pourquoi que le corps réagit au soufre? Parce que le soufre, on va se le dire, j'ai posté dernièrement sur ça, c'est hyper important. Tous les humains ont besoin de soufre pour la vie et c'est hyper important pour la détoxification, la santé de la peau. Donc, ça fait vraiment plein de choses dans le corps. Et donc, là, si la personne ne tolère pas le soufre, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a de plus en plus d'auteurs dans le domaine qui disent que ce serait un mécanisme de compensation parce que le corps manque de soufre. Donc, c'est comme si la flore intestinale est tellement intelligente qu'elle essaie de produire du soufre pour nous aider, mais ça nous fait souffrir, mais au moins, ça nous aide à survivre parce que ça serait un mécanisme de survie, parce que là, votre corps manquerait peut-être de soufre pour aller faire votre détoxification au niveau du foie, donc la voie de sulfation pour ceux qui aiment la science. Vous pouvez aller fouiller sur ça, c'est dans la phase 2 du foie. Vous avez plusieurs phases. Il y en a une qui s'appelle la sulfation. Elle est dépendante du soufre pour fonctionner. Puis votre système cardiovasculaire, donc c'est hyper important le soufre pour ne pas faire de crise cardiaque, avoir un système cardiovasculaire sain. Fait qu'imagine si vous êtes dans une situation où est-ce que le corps a besoin de plus de soufre, puis là, vous ne le tolérez pas. En tout cas, c'est comme un mécanisme un peu compliqué à comprendre, puis pourquoi le corps a choisi cette voie-là de compensation. Mais moi, je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le corps, il s'adapte à tout, puis il trouve des moyens, mais quand il s'adapte, il cause peut-être un déséquilibre, un inconfort quelque part. Puis il veut juste, dans le fond, bien faire. Puis en fait, il y avait aussi des enjeux, je pense, des fois avec des déficiences nutritionnelles qui faisaient en sorte aussi que peut-être le soufre n'était pas sous une forme peut-être utilisable pour le corps. Donc, je peux peut-être te laisser aller. Parce oui. que je peux y aller ou tu peux y aller. C'est comme tu veux. Oui, il y a deux théories derrière ça. Est-ce que tu voulais parler, c'est toi la nutritionniste, est-ce que tu veux parler justement des déficiences nutritionnelles? Je vais embarquer sur le glyphosate après. Ah, ben, en fait, ce qu'on note, c'est certaines déficiences nutritionnelles qui feraient en sorte que, justement, le soufre n'était pas sous une forme active. Puis là, on fait beaucoup référence au molybdénol. En fait, puis c'est un micronutriment, là, les microdoses qui sont nécessaires dans notre alimentation. Puis, je sais pas si en attendant, on est capable, si quelqu'un peut me le... Tu sais, c'est facile, molybdénol, là, j'ai comme pas les sources alimentaires. Je me demande en français si c'est molybdène. Ah oui, tu as raison, molybdène. En anglais, c'est molybdénol, mais molybdène qu'on trouve, écoute, dans des microdoses qu'on a besoin, si vous regardez selon Santé Canada. Oui, on trouve dans oui, je te laisse chercher. Ça serait le fun d'avoir les sources de molybdène. En attendant, je peux peut-être mentionner que, en fait, le molybdène, il est étudié pour aider à utiliser le soufre pour votre voie de détox. Il est étudié parce qu'il pourrait aider à éliminer certains excès de minéraux ou de métaux lourds. Donc, ça, c'est les métaux qui sont plus dangereux. Donc, il est étudié pour aider justement à chasser le mercure de votre corps, donc qui aide votre foie à faire sa job, en d'autres mots. Puis, si jamais vous avez pris trop de, mettons, de cuivre, donc
si vous avez été en contact avec du cuivre, vous avez des tuyaux de cuivre à la maison, puis votre eau n'est pas filtrée, ou je sais pas, vous travaillez dans une industrie où est-ce qu'il y a du cuivre. Les femmes aussi qui ont un stérilet au cuivre, donc on veut pas, ça en relâche un peu dans le corps. Fait que si jamais vous pensez d'avoir trop de cuivre, ben le molybdène va aller corriger cette situation-là. Donc, il fait comme une genre de détox de cuivre. Mais en même temps, il faut faire attention parce que si on prend des hautes doses, ça pourrait débalancer. Donc, comme tu dis, c'est des microdoses qu'on a besoin. Là, fait que faites juste attention. Des fois, les compagnies vont en mettre beaucoup dans des produits de détox, mais si vous faites ça sur du trop long terme, ça peut débalancer d'autres choses. Donc, c'est toujours mieux d'être suivi, puis sinon d'y aller avec des doses alimentaires. Là. C'est rare qu'on voit ça. Est-ce que tu as trouvé une liste d'aliments qu'on pourrait suggérer? Oui, oui, certainement. En fait, quand on regarde en ligne, je pourrais aussi en mettre plus en détail sur le Club Nutrition Fonctionnelle parce que je fais beaucoup de références sur les déficiences nutritionnelles dans le Club Nutrition, sur c'est quoi les choix alimentaires, c'est quoi les dosages recommandés selon chaque personne, au niveau alimentaire, quoi viser pour être de façon plus directe. Là. Je vous référerai là, mais de façon générale, puis ce que je trouve vraiment intéressant, un des aliments les plus riches, on parle le foie, les rognons. Donc, on parle surtout des abats, finalement, qu'on ne mange peu, en fait, puis qui, en fait, sont riches en d'autres choses qu'on a, des fois, peu. Je peux penser... oui, c'est riche en vitamine A, oui. Exact. Fait que c'est sûr que ça peut venir intéressant de l'intégrer davantage dans notre alimentation, comme du pâté de foie ou apprendre à cuisiner un peu plus les rognons. Je sais que c'est pas tout le monde qui est ouvert à l'idée, mais si ceux y en mangent, évidemment, il y a tout le temps sur les formes végétales, comme les lentilles, pois chiches, haricots blancs. C'est sûr que dans un contexte végétal, les minéraux sont moins bien absorbés à cause des phytates, qui est comme la partie fibreuse, ou en tout cas de la partie végétale qui est naturellement présente, mais qui peut être atténuée et diminuée par la germination, trempée le plus possible, le plus longtemps possible. Fait que ça, c'est peut-être des solutions qui peuvent être faites pour aller chercher un peu plus le molybdène. Oui. Je vois que Mélissa aussi, elle a posté justement le foie rognon. Oui, on a une collègue qui nous aide, là. C'est super, merci, Mélissa. Merci, Mélissa. C'est intéressant que tu dis ça parce que, tu sais, il y a longtemps eu le mystère de pourquoi les Français sont en santé, pourquoi ils ont justement, tu sais, des fois moins de maladies cardiovasculaires, pourtant ils mangent. Paradoxe français. Plein de charcuterie, du vin rouge, on a longtemps pensé, c'est le resveratrol dans le vin, mais finalement, tu sais, c'est un peuple qui, eux, mangent vraiment beaucoup d'abats. Comme tu dis, pour eux, c'est comme normal de manger ça. Puis ici, les gens ont vraiment beaucoup de difficultés. Donc, c'est certain que je pense que la partie la plus facile à intégrer, ça serait probablement le foie. Le foie peut-être de volaille, c'est plus doux. Faire des recettes, des recettes de pâté. Moi, je sais que j'ai des recettes dans mon livre que j'intègre justement des petits morceaux de foie avec de la viande hachée. Fait que ça fait juste ça camoufle un peu le goût, tu sais, pour faire des genres de boulettes, justement, ou pour faire un chili. Il y a moyen de les intégrer pour pas que ça déplaise trop à la palette québécoise, là. Ah oui, tout à fait. Un peu comme cuisiner le tout, là, mais c'est d'apprendre à comment cuisiner pour le rendre agréable dans tout ça. Mais on pourrait faire référence à bien d'autres pays qui utilisent plus les abats que nous, mais c'est sûr que ça serait un plus. Puis ce qui arrive, c'est que dans le contexte de légumineuses, ben là, souvent, c'est mal digéré par la personne, même si des fois, sont germés ou trempés. Là, ça dépend de la situation. Là, c'est ça. Si la personne, ça fait longtemps que ça va pas bien au niveau du système digestif, des fois, le pancréas est comme épuisé, sécrète peut-être moins d'enzymes, fait que la personne, elle va toujours être en ballonnement avec les légumineuses. C'est certain qu'au début, on veut peut-être pas les faire souffrir davantage puis intégrer ça, là. Exact. Ça peut vous faire un petit clin d'œil sur le molybdène. Puis l'autre chose, c'est la thiamine, hein, qui est la B1, qui est souvent un peu négligée. La B1, tu sais, j'ai pas une maladie. Souvent, on va faire référence au beriberi, là, qui est comme une déficience aiguë de la B1. Mais on n'a pas besoin de se rendre à des... Comme un peu parler du scorbut puis le manque de vitamine C. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé de se rendre au scorbut pour avoir une problématique de vitamine C. Tu sais, des fois, c'est pas juste les gencives qui saignent, ça peut être un signe. Mais au niveau de la B1, c'est parce qu'elle avait des actions intéressantes au niveau des nerfs, dans le contexte du nerf vague. Fait que ce qu'on note, ben oui, on peut aller chercher dans l'alimentation, mais des fois, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on a un certain mode de vie ou peut-être la médication qu'on peut prendre qui peut réduire un peu ou amplifier en fait l'usage et l'implication qu'on en fait de la B1, c'est que ça fait en sorte qu'on en perd plus, on n'en mange pas assez.
Je pense que l'alcool aussi inhibe, c'est pour ça Oui, la beriberi, hein. Je pense que c'est les gens qui sont alcooliques normalement, si je me rappelle bien. Alors, exact. je me mélange avec d'autres choses. Non, non, c'est la B1, c'est la B1. Mm. Oui. C'est Fait vraiment intéressant. Ouais, j'ai écouté une vidéo justement sur ça, à quel point que des fois, au début, ça vaut la peine d'aller en supplémentation parce que c'est comme si certaines parties du corps seraient comme en carence de B1, comme on pourrait justement suspecter que ben, la B1, elle s'est pas rendue au niveau du système digestif, comme tu dis, un peu au niveau peut-être de l'irrigation, s'il y a eu trop de stress. Fait que là, c'est comme si certaines parties du corps manqueraient de B1, mais pas d'autres. Fait qu'il dit que c'est comme impossible à diagnostiquer pour la médecine conventionnelle parce que dans le sang, la B1 est peut-être correcte, mais la personne est vraiment en carence quand même dans son système digestif. De toute façon, vu que les vitamines du groupe B comme ça sont liposolubles, c'est pas vraiment dangereux de le tester. J'ai pas les dosages devant moi, mais pour ceux qui pensent avoir un problème, je vous donne le défi de trouver les vidéos. Si vous tapez SIBO et B1, vous allez voir plein d'auteurs en parlent, puis parlent des dosages, etc. Donc, quand vous testez des choses à court terme, à moins que vous avez une condition spéciale ou si vous prenez de la médication, parlez-en avec votre pharmacien pour être certain qu'il n'y a pas de soucis. Il ne faut jamais prendre des hautes doses de vitamine B isolée sur du long terme. C'est court terme, sinon il faut l'accompagner des autres vitamines parce que c'est comme un train, ça travaille ensemble. Mais c'est clair que ça vaut la peine d'aller lire les études sur la B1. Merci d'en parler, oui, effectivement. Puis avant de prendre les questions, il nous reste 3 minutes. Moi, je voulais mettre de l'avant quelque chose que je pense que beaucoup de monde se mettent la tête dans le sable. Donc, je pense que malheureusement, on fait l'autruche, mais la réalité, c'est qu'on vit dans un monde hyper pollué. C'est triste. Si on se met à lire là-dessus, je pense qu'on va tous pleurer parce que l'océan, c'est une poubelle. Tu sais, manger du poisson, c'est rendu que c'est pas super santé, hein, parce que c'est assez toxique. Fait qu'il faut aider notre corps. Donc, si on veut continuer justement à manger varié, puis on veut continuer à manger du poisson, par exemple, on veut continuer à manger plein de choses, bien, il faut aider notre corps à être capable de détoxifier. La pollution, c'est partout. Hein, on s'en sauve pas. C'est dans l'air, c'est dans l'eau, c'est dans le système alimentaire. Puis, ben, c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus de manger 100% bio. C'est sûr que c'est une solution, mais même si on essaie, on va au restaurant, c'est pas bio, etc. Donc, justement, d'aller supporter notre foie. Bon, le molybdène, ça en est un, mais de s'assurer que le système digestif aille bien, que la flore intestinale aille bien. Mais le problème dans tout ce qui est pollution, c'est que dans les pesticides, il y a sûrement des gens qui ont entendu parler, tout le scandale avec le glyphosate. En anglais, c'est le Roundup. Puis malheureusement, le Canada, je pense qu'ils n'ont pas bloqué. Il y a des pays qui l'ont banni parce qu'il y a énormément d'études qui démontrent que c'est extrêmement toxique pour l'écosystème, mais que c'est super dangereux pour l'être humain. Puis là, il y a une chercheure en particulier qui s'appelle Dr. Stephanie Seneff. Elle, c'est Stephanie avec un F et non PH. Seneff, S-E-N-E-F-F, si je me rappelle bien, ou il y a peut-être 2 N, je pense qu'il y a juste un N. On l'écrira de toute façon dans les commentaires, mais cette chercheur-là a fait énormément d'études sur le glyphosate, puis qu'est-ce que ça bloque chez l'être humain. C'est hyper intéressant. Donc, elle explique justement que c'est dangereux pour les maladies cardiovasculaires et que ça brise notre mécanisme d'utiliser le soufre et ça augmente les besoins en molybdène ou ça bloque le molybdène. Il y a quelque chose avec le molybdène que tu as mentionné. Donc, plus qu'on mange non bio, donc le plus qu'on est en contact avec ces pesticides-là, si on habite à côté d'un golfe, c'est épouvantable. Donc, le problème, c'est qu'ils ont découvert que le plus qu'on est en contact avec cette toxine-là, le plus qu'on a des risques de ne pas bien métaboliser la voie qui a besoin du soufre dans notre foie, puis que là, la nouvelle théorie qui fait énormément de sens, c'est que si vous avez ce blocage-là, ben, votre intestin va aller produire du sulfure, les bactéries qui sont supposées d'être vos amis. Là, ils vous donnent des ballonnements, mais ils essayent de vous aider en fabriquant ce soufre-là pour apporter cette molécule de détoxification-là pour votre foie puis pour votre système cardiovasculaire. Donc, c'est assez incroyable puis magique de penser que notre corps, des fois, on pense qu'il est mêlé, mais finalement, il est plus intelligent. En fait, la flore intestinale puis tout le mécanisme d'autorégulation, c'est merveilleux. Mais là, en même temps, on ne veut pas souffrir, donc on veut comprendre le message puis savoir quoi faire pour défaire ce blocage-là. Là. Tout à fait. Tout à fait. Un truc peut-être déjà en partant par rapport au bio, ce serait peut-être de regarder la liste. Là. Je pense qu'il avait déjà partagé récemment. Moi aussi, me semble que je l'ai partagé sur un de mes blogs. Là, lesquels aliments à favoriser bio. Puis ça, vous pouvez aller voir
J'ai EWG, là, Environmental Working Group, là. Oui, c'est oui, exactement la liste des Dirty Dozen puis des Clean 15. Fait que c'est un organisme qu'à chaque année, ils vont identifier les aliments qui sont le plus arrosés en pesticides. Fait que ça l'aide à côté budget. Dans le fond, il y a certaines affaires qui ne sont pas tant arrosées en pesticides. À ce moment-là, vous pouvez les acheter non bio puis vous sauver un peu d'argent sur ceux-là. Là. Oui. Je vais vous l'ajouter. Je vais vous l'ajouter dans les commentaires. C'est parce que je n'y ai pas accès, mais je vais l'ajouter. Oui, génial. En fait, je peux l'écrire tout de suite. Ça va aller à tout le monde. ewg.org, hein, c'est org. Ah, ouais, .org, mais j'avais le lien directement de. Fait que je peux le mettre. Prendre... Mais c'est que si toi, tu le mets sur ton Facebook, ça va aller juste sur ton Facebook. Là, ça a été à tout le monde. Ah, OK, parfait. Ah, non, ça a fonctionné. Tu vois le chat. OK, j'ai rien dit. Non, je ne l'ai pas ajouté. C'est toi qui as ajouté aux deux en même temps. Ah, mais là, c'est. Ah, ça le dit. OK, ça le dit comme si c'était ton nom. Fait que là, j'écris en ton nom. C'est pour ça. C'est correct. Ça donne d'accord. Ah, merci, Stéphane. Ah, il est allé chercher direct. OK, génial. Donc, pour les 15 minutes qui nous restent, on voulait quand même pouvoir prendre le temps de répondre à vos questions. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur avec le glyphosate, mais c'est quand même important de lire sur ça puis de faire attention. Il ne faut pas devenir déprimé face à ça, mais il faut essayer de trouver des solutions pour aider la planète puis aider notre assiette. Tout à fait. Puis en fait, l'idée, c'est de solutionner, en fait, ça correctement, d'aller. Puis il n'y a pas un chemin pour la même personne. Fait qu'aujourd'hui, c'était de vous donner des outils, une piste de solution, puis de pouvoir trouver le bon chemin pour vous, là. On a reçu quand même des belles questions par rapport est-ce que l'acide chlorhydrique bétaïne peut être prise dans le cas d'une personne qui a un H. pylori? Moi, souvent, je ne le recommande pas là, parce que H. pylori, souvent, peut donner un milieu favorable à des ulcères gastriques. Puis d'utiliser la bétaïne avec des ulcères, ça ne donne pas des bons résultats. Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs années, en fait, dans les protocoles recommandés par les médecins spécialisés, ils donnaient parce que la théorie, c'était que de mettre un milieu plus acide allait justement irradier la bactérie H. pylori. On n'a pas eu le temps de vous en parler, mais ça aussi, il faut le considérer parce que ça peut être une des causes du déséquilibre de ballonnement, hein, puis de malaise, et ça peut engendrer le SIBO. Donc, merci de poser la question. Là. Cette bactérie est super importante. Je pense que Valérie, on va être obligé finalement de faire un autre live. Mais en fait, j'en parle dans mon cours digestif. Là. OK, super. J'en parle beaucoup. Fait que santé digestive de A à Z, je parle beaucoup du H. pylori puis de la corrélation avec le SIBO. Fait que c'est sûr que je vous inviterais, si vous pensez avoir bien des enjeux, moi, je vous inviterais à le considérer, ce cours-là. Oui, qui peut vous donner justement où aller pour commencer, là, pour se prendre en charge. Fait que, pour répondre un peu à la question rapidement, moi, dans le bénéfice du doute, sans avoir la connaissance claire de la situation, je ne le recommanderais pas d'une vue extérieure. C'est pas mal ce que je... Oui, c'est ça. Moi, l'année passée, j'avais lu, c'est ça, les spécialistes disent que quand l'H. pylori est vraiment là, dans le fond, il ne faut pas le donner en prévention pour pas que l'H. pylori s'installe. Ça prend une bonne acide chlorhydrique. Il faut régler la bactérie, l'atténuer, puis une fois que c'est vraiment réglé l'H. pylori, là, on peut s'assurer qu'il y a assez d'acide pour pas qu'elle revienne. Mais pendant, effectivement, comme tu dis, il y a des risques d'aller encore plus créer une irritation, un ulcère, là, parce que cette bactérie-là est reconnue pour créer des lésions dans l'estomac. Ouais. Puis c'est un bon point que tu apportes, en fait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent dérégler une acidité de l'estomac. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai fait le club nutrition fonctionnelle, où je mets plein de vidéos à chaque mois. Puis j'ai fait une série sur l'hypochloridrie. C'est quoi les signes et symptômes, c'est quoi les causes, comment tester notre acidité, comment le rétablir. J'ai fait des petites vidéos parce qu'en fait, ce que je note, c'est que des fois, ça revient dans le temps. Dépendamment, tu sais, on se voit en clinique, je règle le problème, ça va bien, mais 10 ans plus tard, moi, je n'ai pas le contrôle sur votre vie. Fait qu'éventuellement, il peut arriver quelque chose ou une autre cause qui amène, en fait, encore ce problème-là. Pas que je ne vous veux pas dans mon bureau à nouveau, là, c'est pas le but, là, mais c'est que des fois, ça libère et ça vous donne des solutions tout de suite, peut-être pour vous ou pour votre famille. Là. Fait que ça peut être quand même un outil supplémentaire si ça vous parle. Définitivement, quelqu'un qui a déjà eu l'H. pylori, malheureusement, des fois, c'est une faiblesse. Fait que si la personne ne s'occupe pas justement d'aider la belle muqueuse protectrice avec les nutriments qui aident à justement réparer la muqueuse, puis qui n'aident pas justement à ramener un bon taux d'acide chlorhydrique, que ce soit avec l'alimentation, les suppléments, la gestion du stress, malheureusement, ça peut revenir effectivement. Donc, oui, super important, l'H. pylori. Ça, vous pouvez également le tester avec votre médecin.
Le meilleur test à date, Valérie, si tu veux me confirmer, c'est vraiment le breath test. Donc, c'est un autre test de souffle qui a été malheureusement mis de côté pendant la COVID, mais là, les gens peuvent commencer à la refaire là, de façon assez, je veux dire, générale, là, un peu partout dans les cliniques privées, c'est ça? Ben, ça dépend, tu vois. J'en parle aussi dans mon vidéo au niveau de la santé digestive, mais il y a différents, justement, il y a 4 façons, autant test de sel dans le sang, breath test, puis la biopsie au niveau de l'estomac. Personnellement, des fois, dans certains cas, il y a tellement de symptômes ressemblant à H. pylori que s'il y a un test qui est négatif, des fois, on va demander de faire un deuxième test différent pour vraiment confirmer parce que cette bébite-là, si vous parlez à tout microbiologiste de la Terre, là, quand vous parlez de H. pylori, ils vont tous te dire « Oh, mais c'est une bactérie fascinante. Elle s'adapte à tous les milieux. Elle bouge dans la muqueuse de l'intestin. » C'est très fascinant pour un microbiologiste, mais pour un thérapeute, ça fait « parce qu'on trouve pas le problème, on n'arrive pas à l'éliminer. » Fait que je vous dirais que pour moi, des fois, c'est une bête noire parce qu'on a de la misère à l'identifier. Puis finalement, une personne sur 2 serait porteur de H. pylori. Bon, est-ce que tout le monde serait vraiment symptomatique, serait tout le temps éradiqué? Peut-être pas, là, on ne part pas en peur, mais pour certains, c'est peut-être un début de bien des symptômes. Là. Fait qu'effectivement, on pourrait se faire un autre live sur H. pylori. Hein. Oui, parce qu'encore une fois, tu sais, c'est-tu la bactérie le problème ou c'est le terrain? Fait que c'est la même chose avec le brocoli. Est-ce que c'est le brocoli le problème ou votre système digestif? Donc, tu sais, s'il y a justement 50% des gens qui sont porteurs de la H. pylori, il y a même des auteurs maintenant qui disent que c'est normal, la H. pylori, elle fait partie de notre flore. Tu sais, mais est-ce qu'elle va devenir dangereuse ou non? Bien, ça dépend de votre état de système digestif parce que souvent, des couples, justement, pourquoi qu'il y en a une la madame, elle l'a, le mari ne l'attrape pas, ben peut-être que le mari, lui, il a un meilleur système digestif, puis la bactérie, elle ne réussit pas à se multiplier. Tu sais, fait que c'est un peu la même chose avec d'autres sortes de bactéries, ou même on peut penser au virus. Là, c'est vraiment d'aller travailler le terrain qu'on appelle notre propre jardin à nous. Ne pas être réduit à quelque chose, d'avoir vraiment une vue d'ensemble, tout à fait. C'est un point très, très important à garder en tête. Là, vous êtes une personne différente à quelqu'un, vous avez peut-être pris des médicaments différents à quelqu'un. On n'a pas parlé même de la prise d'antibiotiques qui peut déranger. J'ai même pas dit les antibiotiques, mais ça en est une autre cause, un facteur qui dérègle une flore intestinale. Oui, effectivement. Oui, c'est bien dit. Les gens, des fois, justement, si vous avez pris beaucoup d'antibiotiques ou même si vous allez vers la voie des antibiotiques pour le SIBO parce que c'est vraiment un gros cas, ben ça peut être correct, mais n'oubliez pas qu'après ça, il faut faire un travail pour rétablir la flore. Puis justement, ça, c'est une autre des questions qu'on a dans le chat. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Je suis mêlée pour les probiotiques ». Fait que c'est une super bonne question. Donc, là, les probiotiques, c'est un monde, hein? Puis à chaque mois, ils découvrent des nouvelles bactéries. Il y a vraiment, c'est de la nouvelle science, hein? Fait que c'est en constante évolution. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que autant que les probiotiques peuvent être bénéfiques, pour la flore intestinale, on s'entend, il y a énormément d'études, mais quand vos intestins ont le déséquilibre de SIBO, puis que là, ces bactéries-là qui sont supposées être dans votre côlon en bas, ils ont réussi à monter les escaliers parce qu'il n'y a pas ce mouvement-là de balai qui est supposé tout le temps leur dire « Descends en bas, descends en bas! » Là, ils ont réussi à monter, puis là, ils sont dans votre intestin en haut. Mais là, si vous allez rajouter un probiotique standard qui est dans la famille des lactobacilles, bifidobactéries, bien là, des fois, vous allez en donner plus à la mauvaise place. On veut qu'ils se rendent dans le côlon. Mais si vous n'avez pas rétabli justement votre digestion puis la motilité, s'il y a de la constipation, des fois, ça peut empirer. Donc, il faut vraiment y aller des fois avec la base avant d'aller mettre les probios. Puis aussi, ben là, on n'aura peut-être pas le temps de tout jaser aujourd'hui, mais justement, j'avais posé la question à Valérie quand je l'ai invitée, savoir qu'est-ce qu'elle pensait parce qu'il y a des nouveaux probiotiques sur le marché qui ne sont pas connus. Donc, vous n'allez pas trouver ça dans les magasins d'aliments naturels ou dans les pharmacies au Canada encore, parce que c'est vraiment de la nouvelle science. Et c'est une catégorie complètement différente. C'est des bactéries du sol. C'est dans la catégorie des spores. Donc, en anglais, ça s'appelle des spore-based ou soil-based probiotics. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des études cliniques chez l'humain. C'est super prometteur. Fait que j'avais hâte de t'entendre sur ça, Valérie. Le fameux eat dirt, donc mange sale, en fait, mange sale pour aller chercher les purs probiotiques. Effectivement, en fait, ça a un effet aussi, si je ne me trompe pas, d'optimiser la digestion, de l'absorption des nutriments que vous mangez, donc pour être sûr que rien soit perdu, pour être bien absorbé. Fait que c'est sous une forme aussi reconnaissable de votre flore intestinale. Donc, c'est sûr qu'il y a des bienfaits. Je sais qu'il y a sous forme de comprimé qui est ajouté, si je ne me trompe pas. Mais avant, moi, ce que je connaissais, c'était liquide.
Ah, C'est OK. liquide, J'ai là. jamais vu ce liquide, j'ai juste vu ça en capsule. OK. Ben, Mais c'est c'était ça, surtout aux c'est comme États-Unis, là. une Lui, liquide, là. catégorie de bactéries qui serait super importante pour l'humain parce qu'avant, on était plus en contact avec la terre. Il y avait moins de surhygiène là, au niveau de tous les désinfectants et tout ça. Puis, il y a même des Le études. COVID n'était pas là. Non, c'est ça, là, c'est pire que OK. depuis la COVID. Écoute, on a tellement désinfecté qu'on est allé enlever même la flore bactérienne qu'on avait sur les mains. Mais c'est ça, il y a des études qui démontrent que les gens qui ont un chien, fait que le chien va dehors, va marcher dehors, ramène dans la maison des bactéries du sol et que ça pourrait aider ces gens-là à avoir une meilleure flore intestinale. Fait que c'est assez intriguant, mais je vous invite à aller peut-être regarder sur PubMed. Fait que si vous tapez soil-based ou spore-based probiotics, vous allez voir qu'il y a des études cliniques chez l'humain, puis les compagnies qui distribuent ça en ce moment, c'est vraiment, vraiment génial parce qu'ils ont fait des études cliniques avec tous les sortes de souches mélangées en un produit. Fait que c'est rare qu'on voit ça. Souvent, c'est toutes des études avec des souches séparées. Puis là, les compagnies les mélangent ensemble. On ne sait pas justement le mélange, est-il bon ou non. Mais là, cette compagnie-là vraiment étudie le mélange. Puis, je ne sais pas si elle est trouvée sur PubMed avec ça. Sinon, vous tapez Méga Sport. D'après moi, vous allez trouver. Puis, ben, sur PubMed, c'est ça, il y a une étude pour réduire les triglycérides, réduire l'inflammation dans l'intestin, là, les endotoxines qui sont créées quand la flore est tout débalancée. Puis, il y a une étude même sur l'acné. Puis, j'en échappe peut-être une, là, mais c'est super intéressant. Donc, il y a certaines personnes, pour répondre à la personne qui est mêlée avec les probiotiques, il y a certains experts qui disent que si vous avez le SIBO, ça se peut que vous tolérez mieux ce type de probiotiques-là, parce qu'ils ne sont pas dans la même catégorie, puis ils vont aider même à replacer le pH pour aller comme un peu dire « Hey, toi, là, tu n'es pas supposé être là. » Fait que de faire descendre les bactéries à la bonne place, de replacer les choses comme sont supposées d'être, là. Un effet comme de régulation. Je ne sais pas si c'est ça que tu avais lu toi aussi, Valérie? Ben, OK, j'ai pas plus avancé que ça, là, je t'avoue. Moi, j'ai vu des liens avec la colite ulcéreuse, là, je t'avoue. Moi, c'était là que j'avais vu une Oui, étude, c'est là que génial, c'est j'avais vrai. fouillé pour une situation particulière. Mais effectivement, je pense que ça va être avant-gardiste. C'est des choses, c'est comme tu dis, c'est un champ qui est tellement en train d'évoluer à 100 000 à l'heure. Fait que que t'as resté à l'affût. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, moi, je parle de colite ulcéreuse, mais toi, tu parles d'acné, tu parles de régulation au niveau des triglycérides, puis on parle de probiotiques, là. C'est Flore fou intestinale, maintenant à quel point. triglycérides, là, qui est le gras dans le sang, là, les enjeux cardiaques. Là, fait que c'est vraiment l'acné, la peau. Oui, il y a une flore de la peau, mais la flore intestinale peut avoir des liens avec la peau, Exact. l'apparence. Ce que Ben je oui. vois des fois en clinique, c'est quand tu améliores la digestion, des fois l'apparence change aussi, les hormones s'améliorent, tu digères mieux les aliments. Fait que c'est sûr que c'est un endroit à porter une attention particulière. Là. Ah oui, c'est la base. Fait que j'espère qu'on a inspiré les gens à justement se poser des questions, à essayer de trouver la cause, la base, d'aller rétablir, dans le fond, l'équilibre pour aider tout, mais surtout de se sentir mieux parce qu'avec le printemps qui s'en vient, il n'y a personne qui veut être ballonné, il n'y a personne qui veut se sentir gonflé. Et donc, j'espère que ça vous a aidé. Fait que gênez-vous pas de nous poser des questions, nous suggérer peut-être des choses. On va peut-être avoir la chance de retrouver. On a un horaire assez chargé, mais on va peut-être essayer de vous refaire une autre surprise live. On va voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Donc, gênez-vous pas avec vos suggestions. Ben, écoute, Les merci gens, beaucoup. les gens qui veulent te trouver, ben, j'ai mis nos coordonnées sous la vidéo. Donc, pour rappeler aux gens qui nous écoutent, ceux qui ont justement le goût d'en apprendre plus, Valérie, elle a son programme que vous allez pouvoir trouver sur son site web qui est juste là, valeriedussault.com. Puis, pour ceux qui veulent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour équilibrer leurs hormones, je vous invite à aller sur mon site web, lanaturopathemoderne.com, et vous allez trouver l'information pour le programme Hormones Rebelles pour rééquilibrer vos hormones de A à Z. Fait que j'explique tous les systèmes, dont le système digestif. C'est pour ça que je voulais faire le live avec toi ce soir, puis à quel point que tous les systèmes sont impliqués pour régulariser vos hormones naturellement. Et donc, je pense que les gens vont bénéficier possiblement de ces deux programmes-là, dépendamment de leurs besoins. Certainement. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci beaucoup de ta générosité, de ton temps. Les gens, dites des gros thumbs up ou des cœurs pour remercier Valérie parce qu'elle est très, très en demande ces temps-ci. Donc, un gros merci à tous et au Merci, plaisir Marie. d'avoir vos Hey, commentaires. bonne soirée tout le monde. Merci de votre présence. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye.